L'histoire se déroule dans la ville de Boston en 1975. 3 amis étudient au collège Saint-Joseph. Ross, Jenny et Nick étaient de très bons amis. Ils étaient toujours ensemble. Un soir, alors qu'ils avaient terminé les cours, ils étaient debout et discutaient près de la porte d'entrée du collège. Ils n'ont pas remarqué que la nuit était tombée. « Les gars, vous devriez tous les deux venir chez moi les week-ends. » Je dois faire mon devoir. « Hé Jenny, viens maintenant. Si tu ne viens pas, à quoi bon ?» Ok les gars, ok, je viens. Lorsque Jenny, Ross et Nick regardent la route, ils aperçoivent une personne mystérieuse qui les regarde fixement. Les gars, voyez-vous ce mec bizarre qui nous regarde ? Oui, je le vois. Attendez ici et je vais lui donner une leçon. Nick court après l'homme et l'étrange inconnu s'enfuit rapidement dans la forêt. Oh, tu te crois rapide, hein ? Je vais t'attraper. Nick court férocement après lui dans la forêt. Nick est entré dans la forêt après avoir couru pendant longtemps. En regardant, il ne voit personne autour de lui. La nuit a englouti toute la lumière, à l'exception des rayons de la douce lueur de la pleine lune suspendue dans le ciel. Il ressent soudainement un regard qui l'observe depuis les buissons voisins. Et ses yeux brillent d'un rouge féroce et maléfique. Nick devient nerveux. Il commence à courir vite. Et une ombre étrange lui court après. Nick court vers la colline près de la forêt et voit un fossé devant lui. Que dois-je faire ? Où dois-je aller ? Oh, quelqu'un, aidez-moi s'il vous plaît. Nick a peur. Il regarde le fossé. Il sent une créature qui respire profondément derrière lui. Nick regarde nerveusement derrière lui et il y a un homme aux yeux rouges. Qui êtes-vous ? Nick voit les ongles de l'homme pousser lentement, tandis que la lumière de la lune éclaire son corps. Ses vêtements se déchirent de sa poitrine. Ses dents ont étrangement et rapidement poussé et se sont recourbées, prenant la forme de crocs de loup. Il se transforme en loup-garou sous les yeux de Nick, et Nick est vraiment horrifié. « Laissez-moi s'il vous plaît, laissez-moi partir, laissez-moi partir, laissez-moi partir !» Le désormais loup-garou attaque Nick, lui infligeant une forte hémorragie au niveau du cou. Jenny court, arrive en pleurant hystériquement jusqu'à la maison de Ross. « Jenny !» Ross, le corps de Nick a été retrouvé mort près de la colline. Il a été assassiné par un loup-garou. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu m'as bien entendu. Nick n'est jamais rentré à la maison, alors la police est allée dans la forêt pour le chercher, car je leur ai dit qu'il s'était enfui dans la forêt. Oh, j'aurais tant aimé l'arrêter. Les 2 amis se rendent chez Nick et trouvent le cadavre de Nick, qui les fait pleurer toutes les 2. Ross éloigne doucement Jenny de cette scène horrible. Est-ce qu'un loup-garou l'a vraiment tué ? Comment est-ce possible ? Tu ne me crois pas, n'est-ce pas ? Retrouve-moi à la bibliothèque municipale demain. Jenny montre à Ross un livre qui parle des loups-garous. En 1521, ils ont été vus pour la première fois en Allemagne. C'est une espèce très dangereuse. Ils prennent la forme d'humains les jours normaux, mais la nuit de la pleine lune, ils ressortent leur forme de loup-garou. Et quel que soit leur effort, leur côté humain est incapable de surmonter les instincts déchaînés du loup qui est en eux et de s'empêcher de tuer. Ross regarde les étranges images de personnes dans le livre. Il étudie attentivement les pages du livre devant lui. Tout à coup, Mike arrive en courant vers eux. « Où étiez-vous passé ? Je vous ai cherché partout !» Que s'est-il passé, Mike ? 5 élèves sont morts au collège. Tous ont été victimes d'un loup-garou. Ross est horrifié en entendant cela. Viens, Jenny, on devrait y aller. Ross, on devrait trouver un moyen de tuer ce loup-garou. Dans ce livre, il est dit qu'on peut le tuer les nuits de pleine lune. Et il ne devient qu'un loup-garou les nuits de pleine lune. Si quelqu'un le poignarde au cœur avec une dague d'argent, il est sûr de mourir. C'est écrit dans ce livre. On pourrait juste aller chercher une dague au Walmart du coin. Mais que ferons-nous alors ? C'est seulement quand il deviendra un loup-garou.
qu'il devra tuer un humain. Et c'est là qu'on pourra le tuer. Tu es folle! Il est hors de question que je participe à tout ça. Qui risquerait sa propre vie dans une mission comme celle-ci? Ok Ross, si tu ne veux pas venir, ne viens pas. Mais je veux le faire pour Nick. Jenny, si ça ne te dérange pas, j'aimerais t'aider. Mon meilleur ami John a aussi été tué par ce loup-garou. Jenny sourit à Mike. Ils ont quelque chose en commun. Ils forment tous deux une alliance téméraire et se plongent tête baissée dans la planification de leur attaque, jusqu'à la nuit de la pleine lune suivante. Mike vole le collier en argent de la maison et fabrique la dague en la confiant à un forgeron. La nuit fatidique de la pleine lune arrive enfin. Mike et Jenny montent la garde près de la forêt. Ils portent tous deux des jointures blanches, serrant une dague en argent dans leurs mains respectives. Entrons dans la forêt maintenant. Jenny et Mike avancent avec prudence, une torche à la main. Ils marchent jusqu'à la zone vallonnée et y attendent anxieusement. Il est minuit. Combien de temps cela va-t-il prendre? Il n'y a pas de temps à perdre, Jenny. Il n'y a plus de temps. Si nous ne tuons pas le loup-garou aujourd'hui, qui sait combien de vies seront perdues? À ce moment-là, le loup-garou grimpe au-dessus de Mike et l'attaque soudainement. La dague de Mike lui a glissé des mains, tandis que les dents mortelles du loup-garou s'acharnent sur le cou de Mike, qui continue à se battre sans relâche. Jenny sort sa dague et attaque le vicieux loup-garou. Elle le poignarde dans son dos poilu. Le loup-garou pousse un hurlement de douleur et de surprise en regardant Jenny avec ses terribles yeux rouges et s'approche lentement d'elle. Jenny marche à reculons. « Sortez de ma ville !» Le loup-garou hurle à nouveau en rugissement assoiffé de sang. Le pied de Jenny heurte une pierre et elle tombe, s'écorchant et se blessant au visage. Alors que le loup-garou se dirige vers elle, Mike reprend lentement conscience. Il s'était évanoui plus tôt à cause de l'attaque du loup-garou. « Jenny !» Mike se débat pour se mettre sur ses pieds, pour charger le loup-garou et grimper sur lui. La terrible créature hurle, grogne et claque des dents encore et encore dans la poitrine de Mike. Et Mike meurt des coups fatals. Jenny attaque à nouveau le loup-garou qui avait maintenant récupéré les deux dagues. Elle le frappa une fois dans le dos et l'autre dans le cœur. Le loup-garou se met à hurler de douleur et disparaît devant elle comme une ombre hirsute d'une épaisse fumée noire suspendue dans l'air. Quelques jours plus tard, Ross retrouve Jenny alors qu'elle avait récupéré et était retournée au collège. « Pardonne-moi, Jenny, de ne pas t'avoir aidé alors que tu avais vraiment besoin de moi. Tu es une fille très courageuse. » Ross, tu ne dois pas oublier Mike. Je suis en vie aujourd'hui grâce à elle. Et grâce à elle, nous sommes tous en vie et en santé. La fin. Kushisake Onna. Jack et Daniel vivaient heureux avec leurs deux enfants, Nick et Eric, à Hiroshima City, au Japon. « Maman, je dois aller dans le jardin !» Non, fils. Il se fait très tard. Ne sors pas maintenant. Nous irons au jardin demain. Laisse-nous partir, maman. Nous irons tous les deux, nous jouerons au cricket pendant un moment et nous reviendrons. Allez-y. Mais promets-moi de t'occuper de ton petit frère Eric. Promis, maman! Les deux frères se rendent dans le jardin un moment. Ils sautent et s'amusent beaucoup. Ils ne réalisaient pas qu'une belle femme masquée les regardait jouer tous les deux. Quand elle vit Eric, ses yeux se mirent à briller. Les garçons se mirent à jouer au cricket. « Yaou, j'ai touché un sixer !» Eric, ne frappe pas la balle trop fort. Je ne veux pas devoir courir très loin pour aller la chercher. Nick sent la présence de quelqu'un derrière lui, mais en se retournant, il ne voit personne. Pendant que les garçons jouent au cricket, la femme au masque s'approche doucement d'Eric. Elle fixe constamment Eric. Lorsqu'elle se déplace, c'est comme si elle flottait dans l'air. Tout à coup, Eric frappe la balle avec force, bien loin du jardin. T'as frappé la balle trop forte. Je t'ai dit que je n'irais pas la chercher. Le vent décoiffe les cheveux de la femme masquée.
mais son regard est fixé sur le jeune Eric. Elle s'approche de lui. Mais aussitôt que Nick regarde vers elle, elle disparaît. Désolé, mon frère. Ah, d'accord. Je vais chercher la balle. Tu restes ici. Ne bouge pas d'ici. Nick va chercher la balle à l'extérieur du jardin, alors que Eric reste là, silencieux et seul. Soudain, la femme apparaît et se tient derrière Eric. « Qui êtes-vous » Pourquoi veux-tu savoir qui je suis? Dis-moi juste, suis-je belle? Eric est confus et regarde fixement la femme masquée. Soudain, elle s'envole légèrement dans les airs et se met à rire à haute voix. Et ses yeux brillent. Suis-je belle? Oui. Oui. Dès qu'il répond à cette question, la femme masquée se met à rire à haute voix et retire lentement le masque de son visage. Eric est bouleversé de la voir. Son visage est déformé et son visage est fendu au milieu. Ses blessures au visage semblent très récentes et on dirait qu'elle pourrait saigner à tout moment. Ses cheveux s'envolent dans les airs et ses yeux deviennent tout rouges. Elle flotte dans l'air. Lentement, ses pieds se retournent vers l'arrière. Suis-je toujours aussi belle? Eric a peur et commence à transpirer. Dis-moi, suis-je toujours aussi belle? Si je dis non, elle me tuera probablement. Je ferais mieux de dire oui. Oui. La femme masquée sort une grande paire de ciseaux et frappe Eric avec, de sorte à lui entailler le visage à partir du milieu des lèvres, tout comme elle. Le sang commence à sortir de la bouche d'Eric et il commence à souffrir. Il s'écroule sur le sol dans la douleur. La femme masquée disparaît, mais son rire résonne encore au loin. Puis, Nick revient avec le ballon. « Eric, Eric, pourquoi es-tu tombé ?» Nick hurle en voyant le visage d'Eric et il est horrifié. Il court en direction de la maison. Sa famille arrive en hâte au jardin. « Eric, mon enfant, que t'est-il arrivé ?» Ne panique pas, Daniel. Nous le conduirons à l'hôpital. Certaines personnes dans la foule regardent le garçon avec panique. Puis, une vieille dame s'avance et prend la parole. On dirait que c'est le travail d'Ona. Elle est revenue. Elle est revenue. Ona ? Ushisaki, Ona, on ne peut plus rien faire maintenant. Votre fils est mort. Ramenez-le chez vous et faites votre deuil. Et rappelez-vous toujours cette femme masquée diabolique. Et de cette vieille dame infirme, moi. Non, non, ça ne peut pas arriver. Qui est cette femme masquée? On ne la connaît même pas. Puis, la police est arrivée. Après un examen approfondi, ils rendent le corps à Jack et Daniel. Prenez le corps de votre fils, nous avons enquêté. Jack et Daniel enterrent tous deux leur fils et se rendent à nouveau au poste de police. Oui ? Monsieur, notre fils a été tué par une femme. Pourquoi ne l'attrapez-vous pas? Écoutez, Daniel, nous pouvons attraper une personne qui est vivante, mais ce n'est pas le premier cas. C'est le 125e cas. L'enquête de police se poursuit et Kushisake capture à nouveau un enfant dans la ville de Nagasaki.
Suis-je belle? Et Kushisaki le tue aussi. Votre fils a été tué par un fantôme. On ne peut pas emprisonner un fantôme. Et elle est probablement déjà dans un autre endroit, prenant une autre vie maintenant. Mais pourquoi Kushisaki Onna? Vous ne la connaissez pas? Laissez-moi vous raconter la légende. Il y a longtemps, il y avait au Japon une femme nommée Kushisaki. Elle était très belle et s'en vantait de plus en plus chaque jour. Elle était mariée à un samouraï. Kushisaki, tu es si belle et j'ai tellement de chance de t'avoir. Je suis la plus belle femme du monde entier. Tu devrais être fière de moi et de ma beauté. Quelques années plus tard, les samouraïs devaient aller en guerre. Kushi, maintenant je dois aller au combat. Prends soin de toi et oui, continue à m'écrire des lettres. Je t'aime. Je t'aime aussi. Le samouraï fut en guerre pendant longtemps. Au début, Kushisaki lui envoyait des lettres. Mais progressivement, les lettres cessèrent d'arriver. Par ailleurs, Kushisaki avait également dépassé toutes les limites de la mauvaise conduite. Kushi, tu es très belle. Tu devrais devenir mienne. Je serai à toi, mais seulement pour une nuit. Je ne veux pas partager un trop-plein de ma beauté avec qui que ce soit. Entre-temps, à la guerre, le samouraï reçut une lettre de son meilleur ami qui lui écrivit pour tout lui révéler sur Kushisaki. « Non, tu ne peux pas me faire ça. Tu es à moi uniquement. » Quelques jours plus tard, il retourne chez lui et y découvre un homme avec sa femme. « Qui est cet homme ? Et que fait-il ici dans notre maison ? Je te faisais confiance du fond du cœur. Mon ami m'a tout raconté sur toi. » Il tue l'homme dans la pièce et se dirige lentement vers Kushisaki. Non, qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas de moi! Le samouraï en colère se dirigea vers elle et sortit son katana. « Tu es si fière de ta beauté, n'est-ce pas ? Tu penses être la plus belle femme du monde ? Alors voilà !» Dans un accès de rage, le samouraï s'avance, frappe le visage de Kushisaki et lui coupe le visage depuis le milieu des lèvres. Son visage saigne abondamment et elle en souffre. « Pourquoi m'as-tu frappé ? » Va-t'en, montre ton visage à tout le monde. Ne séduis-tu pas tout le monde avec ce visage ? Plus personne ne te trouvera belle désormais. Kushisaki se regarde dans le miroir. Son visage est complètement défiguré. Non, je suis belle. Je suis très belle. En disant cela, Kushisaki s'enfuit pour sauver sa vie. Mais elle est morte. Je suis belle. C'est la même Kushisaki. Elle est revenue après tant d'années et elle venge sa mort à présent. C'est vraiment étrange. Pourquoi cibler les enfants ? On n'en sait rien. Elle demande juste « Suis-je belle ?» Si tu dis non, alors elle te tue. Et si tu dis oui, alors elle te coupe le visage et te tue. Si tu lui dis non, elle te suivra chez toi et te tuera là-bas. Alors que faisons-nous maintenant ? Donc, peu importe ce que tu dis, elle finira par te tuer. Vous ? Rien. Même les plus grands experts paranormaux n'ont pas été capables de la retrouver. Vous n'allez rien faire ? La laisser filer ? Je dirais seulement que tu devrais faire appel à un expert en fantômes et prier pour que tout le monde soit libéré de la terreur de Kushisaki. Il est dit que Kushisaki a continué à terroriser le Japon et a tué des enfants pendant de nombreuses années. Suis-je belle ? Non. Jusqu'au jour où elle a finalement disparu. De nos jours, les gens sont surpris et se demandent si elle est revenue.
Pourquoi est-elle partie? Est-elle vraiment repartie? La fin. La sorcière de Belle. Ce récit commence en l'an 1804. John Bell et sa famille vivaient dans une maison sur un terrain de 300 acres. C'était célèbre à Adams, Tennessee. Ils vivaient heureux, mais après 10 ans, quelque chose s'est produit en 1817, qui a marqué le destin et qui a changé leur vie pour toujours. Une nuit, John Bell est entré dans la chambre de sa fille, Elizabeth, et a vu qu'elle faisait de la broderie. « Elisabeth, ne dors-tu pas encore, ma chère fille ?» Si, papa, je vais m'endormir maintenant. Elizabeth s'allonge sur son lit, et John la recouvre d'un couvre-lit et s'apprête à éteindre la bougie. Non, papa, laisse la bougie s'il te plaît. J'ai peur du noir. Tu n'as jamais eu peur du noir avant. Que se passe-t-il, Elisabeth? Je ne peux pas vraiment l'expliquer, papa, mais parfois, je ressens une étrange peur au fond de moi. Nous en parlerons demain. Va dormir maintenant. Elisabeth dort, recouverte d'une couverture, quand soudain, un vent violent se met à souffler et des éclairs jaillissent. Le son d'une porte grinçante qui s'ouvre très lentement parvient à ses oreilles. Et une ombre semblait se tenir aux pieds d'Elisabeth. Elle avait de longs cheveux sauvages qui volaient et on voyait à peine ses yeux. Elle retirait lentement la couverture d'Elisabeth de son visage. Elisabeth tire à nouveau la couverture sur elle. La silhouette sombre lui retire la couverture. À ce moment-là, Elisabeth ouvre enfin les yeux, et alors qu'elle se réveille, la sorcière se met à voler dans les airs. En voyant cela, Elisabeth crie de peur. « Papa! Papa! Sauve-moi, papa !» John court et arrive par la porte ouverte. Que s'est-il passé, Elisabeth? Tu as fait un cauchemar? Elisabeth avait perdu sa voix. Elle ne pouvait que regarder en l'air et penser à cet horrible incident qu'elle ne pouvait chasser de son esprit. « Papa, je peux dormir dans ta chambre? Je t'en prie, je ne veux pas dormir ici. » D'accord, ma chérie, mais nous ne dérangerons pas maman. Je vais dormir ici avec toi. Maman ne va pas bien. Le lendemain, Frida, la mère d'Elisabeth, séchait le linge dehors lorsqu'Elisabeth est arrivée. « Chère Elisa, as-tu fait un cauchemar hier? »« Non, maman, tout était vrai. Tu dois penser que je mens, mais tout était bien réel. » D'accord, ma chérie, va dans ta chambre. Je vais préparer le déjeuner et je te dirai quand il sera prêt. Elisabeth va dans sa chambre. Frida rentre dans la maison après avoir séché ses vêtements. Lorsque la sorcière voit Frida entrer dans la maison, elle vole rapidement vers elle et tous les vêtements tombent au sol. Lorsque Frida se retourne, la sorcière se tient devant elle. La sorcière au cœur cruel attaque la pauvre femme et lui griffe les bras tout en lui donnant des coups de pied. Frida s'écroule sur le sol, vaincue. Elisabeth se précipite au secours de sa mère et voit que la sorcière tient la gorge de Frida et la soulève dans les airs. Elisabeth est terrifiée par cette scène horrible. « Maman, laisse ma mère! Va-t'en d'ici, vilaine créature !» Je ne laisserai personne tranquille. Personne. Je tuerai tout le monde. Je reviendrai, et cette fois je tuerai chacun d'entre vous, jusqu'au dernier. Et la sorcière a disparu. La mère et la fille, sous le choc, se mettent à pleurer, et John arrive sur la scène. Il est effrayé de voir l'état de sa famille. Nous devons faire quelque chose. Je ne peux pas voir ma famille dans cet état. Je vais écrire une lettre à mon ami Jackson, un activiste du paranormal, et il nous aidera. Jusque-là, nous resterons ensemble. La nuit, John et sa famille sont assis ensemble. John, tenant une croix dans les mains, veille sur Frida et Elisabeth. Tout à coup, une voix se fait entendre. « John, sauve-moi! John !» Il croit que cette voix est celle de Frida. Puis, elle devient celle d'Elisabeth. « Père, sauve-moi! Père !» John constate qu'Elisabeth et Frida dorment. Il réalise que la sorcière est là.
John entend un cri très fort. Il est si intense que la croix lui tombe des mains et s'écrase sur le sol, alors qu'une chaise vole au-dessus de la croix et tombe sur elle. John se lance à la recherche de la croix, en même temps qu'il entend le bruit de cris. Quand il se retourne, la méchante sorcière gifle Elisabeth sans arrêt. Laisse ma famille tranquille, laisse-les partir. C'est alors que Jackson intervient et il montre la croix à la sorcière. En voyant la croix, la sorcière se cache dans un nuage conjuré. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi harcelez-vous la famille de John? La sorcière regarde John avec colère et attrape les cheveux de Frida en la traînant. Demande-moi qui je suis, John. Tu ne me reconnais pas, John. Ne sais-tu pas qui je suis? Je suis Cat Bats, que tu as tué il y a 10 ans. Depuis tant d'années, je désire ardemment me venger. Maintenant que ma force a augmenté, je ne laisserai personne tranquille. Je vais détruire cette famille entière. S'il essaie de sauver sa famille, alors John devra mourir. Il doit mourir. Je vais détruire toute sa famille. Tous sont surpris par ces paroles. John est choqué et se met soudainement à pleurer. Qui était Kat? John, dis-nous qui était Kat. Kat était notre voisine, et sur les 300 acres que nous possédons, 200 acres lui appartenaient. À cette époque, ma famille ne vivait pas dans cette maison. Je voulais les terres de Kat. Je suis allé lui parler un jour. Elle refusa de me donner la terre, et mon ego fut blessé. Alors une nuit, je l'ai assassinée, et j'ai pris toutes ses terres. Papa, je n'avais aucune idée que tu étais un homme si malveillant et sournois. J'ai honte de toi. La sorcière réclame vengeance. La seule façon de l'apaiser, c'est par la mort de John. Sinon, elle continuera à hanter et à torturer cette famille ainsi. Soudain, toutes les bougies commencent à s'éteindre. Une fois de plus, la sorcière, la rage dans les yeux, fait sentir sa présence. Se dirigeant vers Elisabeth et Frida, elle les saisit chacune par la gorge et les soulève violemment dans les airs. Qu'en penses-tu, John? Tu veux assister à la mort de toute ta famille sous tes yeux? John est choqué. Il se déplace lentement et prend le couteau qui est sur la table et se poignarde. Visiblement satisfaite, la sorcière libère la pauvre mère et la fille et disparaît aussitôt. Elisabeth et Frida courent aux côtés de John en pleurant. Pardonnez-moi si vous le pouvez. Et Fin. Dracula. Cette histoire se déroule en 1930. Jack, ainsi que ses deux frères Harry et Kevin, viennent passer Noël à Solesmes, la petite ville où vit leur grand-mère. Un après-midi, les trois étaient assis dans la maison de leur grand-mère quand Harry prit la parole. allez les gars, allons quelque part, faisons quelque chose. Cet après-midi est tellement ennuyeuse. Ouais mec, super idée, allons-y. Non mec, je ne veux pas y aller. Allez-y tous les deux. Jack bro, Julie vient de nous rejoindre. Je lui ai parlé ce matin. Mais aucun problème si tu ne veux pas venir. Julie, viens. Alors je suis partant. Harry et Kevin se regardent et rient. Puis ils vont tous retrouver Julie. Julie est son amie d'enfance. Et Jack et Julie s'apprécient beaucoup. Bonjour Julie, comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Ils parlent et se promènent dans toute la ville. Il y a un cimetière à proximité de la forêt, près duquel Jack aperçoit une maison abandonnée et délabrée. Julie, demain, viens me retrouver ici dans la soirée. Ce qui serait génial, parce qu'on pourrait alors passer du temps ensemble. Julie sourit et accepte l'invitation de Jack. Le lendemain soir, Jack et Julie se retrouvent dans la maison délabrée pour passer du temps ensemble.
personne ne nous dérangera ici. Et nous pouvons parler pendant des heures sans déranger personne. Connais-tu ce que les gens disent de cette maison? J'ai entendu dire que c'est la maison de Dracula. Il y a 100 ans, cette ville était de plus en plus terrorisée par les chauves-souris. Partout, les chauves-souris ne cessaient de voler, de greffer et de blesser des personnes. Un jour, un homme nommé Victor rentrait chez lui quand il vit un chat noir avec des yeux rouges sang. Face à ce spectacle, il fut saisi d'effroi. Quelle créature magnifique! Ce n'est rien d'autre qu'un monstre pur, vil, mauvais, sinistre. Puis, soudain, le chat s'approche de lui et lui griffe la jambe avec ses griffes acérées, tandis qu'une chauve-souris le mord simultanément, laissant une cicatrice sur son cou. Victor ressent soudainement un malaise. Ses dents deviennent pointues et les ongles de ses doigts et de ses orteils commencent à pousser. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ferais mieux de rentrer chez moi plus tôt aujourd'hui. En se précipitant chez lui, Victor découvre que toute son apparence a changé et qu'il s'est transformé en un hideux et terrible Dracula. Il éprouve soudainement une soif insatiable de sang. Ne pouvant se contrôler, il boit le sang de sa femme. Mais sa soif n'étant toujours pas étanchée, il boit aussi le sang de ses 3 enfants innocents. La terreur de Dracula grandit tellement dans la ville que les gens ne sortent plus de chez eux. Puis une nuit, Victor, le Dracula, écrit sur une colline avec son propre sang. Je reviendrai dans 100 ans. Après ce message, il disparaît dans les confins sombres et lugubres de sa maison. Wow, quelle histoire stupide! Si, elle l'est! On ne sait pas si c'est vrai ou non. Mais on raconte en ville que 100 ans ont passé et que Dracula pourrait se réveiller à tout moment. Allez Julie, assez de ces histoires effrayantes. Il se fait tard pour parler de ces choses-là. Je te revois demain, à la même heure. La même nuit, la terreur des chauves-souris s'empare à nouveau de la petite ville. Les chauves-souris grincent furieusement et au milieu de toute cette douleur et de ce chaos, l'œil de Dracula s'ouvre. Le lendemain soir, alors que Jack quitte sa maison pour rejoindre Julie, Harry le retient. Frérot, tu ne passes presque plus de temps avec nous car tu es toujours avec Julie. Pourquoi ne restes-tu pas à la maison et jouer avec nous ici ? Je veux passer du temps avec Julie. Vous faites chacun ce que vous voulez et laissez-moi tranquille. Vous comprenez ? Ok, très bien. Alors pourquoi ne vas-tu pas vivre dans cette maison effrayante avec Julie ? Jack attend Julie dans la même maison qu'avant. Le temps passe et Julie n'est toujours pas là. Je me demande ce qui se passe. Puis, il remarque une porte couverte de sang. Jack trouve ça étrange. Tout à coup, des chauves-souris noires survolent la maison. Cette porte mène au donjon de Dracula. Mais à qui appartient ce sang ? Jack descendit lentement et prudemment l'escalier et entra dans le donjon. Il regardait avec méfiance autour de lui et il vit 2 yeux brillants. Ses yeux se rapprochèrent de lui et il réalisa bien vite que ce n'était rien d'autre qu'un chat. En se retournant, Jack aperçut le corps de Julie suspendu, son sang s'écoulant en cadence sur le sol froid et dur du donjon. Julie, que t'est-il arrivé ? Jack reste bouleversé par la mort de Julie. Puis il entend soudain des bruits de pas derrière lui. En se retournant avec effroi, il découvre un terrible Dracula debout derrière lui. Alors qu'il tente frénétiquement de s'échapper, Dracula vole vers lui et plante ses crocs acérés dans le cou, buvant son sang au passage. Jack succombe lui aussi à une mort horrible peu de temps après. Sa maman, Jenny, l'attend et elle est très inquiète. « Harry, Kevin, où est votre frère ? Savez-vous quelle heure il est ? » Ah oh maman, Jack passe presque toutes ses journées, tous les jours avec Julie. Je parie qu'à cette minute même, il est probablement encore avec elle.
Mais ce jour-là, des orages se déchaînent dans un ciel sinistre et toute la ville est envahie par une invasion de chauves-souris. La grand-mère de Jack est très effrayée. On dirait que Dracula est de retour. Il a dit qu'il reviendrait. Et que quand il le ferait, il s'assurerait de vider chaque personne de sa source de vie. Quoi? De quoi tu parles, mère? Cela ne fait pas encore 100 ans. Soudain, la mère de Jack se tait et son regard se dirige lentement vers le calendrier. 100 ans se sont écoulés depuis l'incident de Victor. Où est Jack? Pourquoi n'est-il pas encore rentré? Je lui ai dit de ne pas rentrer. Je lui ai dit des choses horribles. Ils se rencontraient tous les jours dans la vieille maison près de la forêt. Et je lui en ai fait voir de toutes les couleurs. J'ai été si stupide. Pardon? Cette maison appartenait à Victor! La terreur de Dracula règne sur la pauvre ville et tout le monde court partout, craignant pour sa vie. Harry, réalisant que son frère Jack n'est pas rentré à cause de lui, se rend dans la vieille maison pour retrouver son frère Jack. Jack, mec, écoute. Je suis désolé pour ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu peux rentrer à la maison. Où es-tu, mon frère? Tu me pardonnes? Puis un rayon de lumière jaillit des yeux d'une chauve-souris qui perçoit la présence d'Harry, et Dracula voit Harry. Dracula fixe Harry avec une lueur de faim et essaie aussitôt de trouver un moyen de rajouter le sang de Harry à son menu pour le dîner. Il maîtrise les chauves-souris qui s'envolent à l'extérieur et suivent Harry. Harry court pour tenter de les éviter et finit par rentrer dans cette même et redoutable maison qui mène directement au donjon. Il voit du sang tout autour de lui. Son rythme cardiaque s'accélère et il n'arrive pas à reprendre son souffle, car c'est à ce moment précis qu'il tombe sur les cadavres de Julie et de Jack. Frère! Frère! Dracula surgit devant lui et pousse un cri strident. Dracula s'approche de lui. Et à ce moment, Jenny apparaît à l'improviste. Elle recherche Jack et Harry, eux aussi. Elle pose la croix de son médaillon sur le front de Dracula, qui se met à frémir de douleur. Mais avant de rendre son dernier soupir, il plante ses dents dans le cou d'Harry avant de mourir. Jenny parvient à sauver Harry de l'emprise de Dracula, puis ce dernier se transforme et s'envole sous la forme d'une nuée de chauves-souris sinistres. Harry, tu vas bien? Oui, je vais bien, maman. Mais Jack et Julie... Jenny et Harry se mettent à pleurer la perte de Jack et Julie. Le lendemain, Harry est allongé sur son lit quand il commence à se sentir bizarre. Il ouvre les yeux et regarde son reflet dans un miroir. Ses dents semblent avoir pris la forme de crocs. Et à ce moment-là, son jeune frère, Kevin, entre. Harry se mit à le lorgner avec avidité. Un regard sur son jeune frère lui donna l'envie de boire son sang. Harry se jette alors sur lui et commence à boire le sang de Kevin. Une fois rassasié, Harry sauta par la fenêtre de la chambre et retourna dans cette vieille maison décrépite. Et une fois encore, un nouveau Dracula y réside et sème la terreur dans le village de Solemne. Fin. La nonne noire. Cette histoire date de 1989. En Angleterre, 3 filles, Cheryl, Agnès et Diana, vivaient ensemble dans le cadre d'un programme d'éducation permanente. Elles travaillaient toutes les 3 dans des endroits différents. Et peu à peu, l'amitié entre les 3 devint très profonde. Agnès, quel genre de garçon voudrais-tu épouser? J'épouserai un garçon riche, pour être à l'aise toute ma vie. Oh mon Dieu. Et toi, Cheryl?
Je suis très heureuse d'être banquière. Il n'y a pas que l'argent qui compte. Il doit être un bon partenaire de vie. Je pense que les deux partenaires devraient avoir un emploi et tenir le foyer ensemble. Tel est mon souhait. Toi et ton travail de banquière. Je veux juste un mari qui soit l'esclave de sa femme. Quelques jours plus tard, et c'est l'anniversaire de Cheryl. Agnès et Diana ont prévu d'organiser une fête d'anniversaire surprise ensemble. Elles avaient décoré la pièce avant l'arrivée de Cheryl ce soir-là. Mais Agnès fête son anniversaire à minuit. Elle rentrera avant du bureau et notre surprise sera gâchée. Ah oui, je n'y avais pas pensé. Tu vas faire une chose. Je vais décorer la chambre et tu la fais sortir du bureau pour vagabonder quelque part. Et tu la ramènes à minuit. Ouah, quelle bonne idée! Je l'emmènerai avec moi pour regarder un film. Et Diana débarque à la banque où travaille Cheryl avant que sa journée ne soit terminée. Hé Diana, qu'est-ce que tu fais là? Je pensais t'emmener voir un film après ce travail ennuyeux. Tu viens? Oh, cette invitation est une surprise. Oh, et où est Agnès? Je ne sais pas où elle est aujourd'hui, mais nous pouvons toutes les deux aller voir un film. Et ainsi, Diana trouve une excuse auprès du patron de son amie et elle emmène son amie Cheryl au cinéma. Pendant ce temps, Agnès prépare une fête d'anniversaire surprise pour elle. Toutes deux rentrent chez elle après avoir regardé un film tard ce soir-là. Le film était très bien. Merci Diana. De rien mon amie. Tu fais tout ce travail ennuyeux à la banque. Tu mérites un peu de divertissement. Alors qu'ils rentrent chez eux après le film et discutent en chemin, une femme apparaît soudain devant elle. Elle était très laide et portait des vêtements de nonne. Elle se déplaçait comme si elle flottait dans l'air. Cheryl et Agnès étaient bouleversées par l'apparition soudaine de cette femme mystérieuse devant elle. Diana se tient derrière Cheryl. Par peur, elle hésite à faire un pas de plus. Avez-vous vu mon frère, Peter? Qui est Peter? Je ne connais pas de Peter. Vous travaillez à la Banque d'Angleterre, n'est-ce pas? Oui. Et vous ne connaissez pas Peter? C'est mon frère. Où est-il? Allez Cheryl, allons-y. Ne lui réponds pas. Je pense qu'elle est folle. Partons. Tu connais mon frère, Peter. Il travaillait aussi à la Banque d'Angleterre. Je ne le connais pas. Je n'ai aucune idée de qui il est. Alors vous n'en savez rien? Et la nonne s'avance en criant et s'agrippe au cou de Cheryl. Soudain, ses yeux deviennent d'un rouge profond. Et au lieu de larmes, du sang coule de ses yeux. Soudain, ses ongles deviennent aussi plus longs et plus pointus. En tenant Cheryl par le cou, elle s'envole dans les airs. Et elle se met à rire bruyamment. Diana se retourne après avoir vu ce cauchemar se dérouler devant elle. Allez-vous-en! Laissez mon ami! La femme entraîne Cheryl en hauteur et la laisse tomber de cette immense hauteur. Cheryl se heurte au sol et sa tête se fend immédiatement à l'impact et se met à se vider de son sang. Et cette mystérieuse femme disparaît dans le vide. Diana court vers sa chère amie, essayant de l'aider, mais elle a déjà perdu trop de sang. En larmes, Diana implore son amie décédée. Allez, réveille-toi! C'est ton anniversaire aujourd'hui! Tu vois, Agnès a préparé une surprise pour toi. Lève-toi maintenant! Au bout d'un moment, la foule se rassemble. La police et l'ambulance arrivent aussi. Elles récupèrent le corps de Cheryl. Diana pleure et fait une déposition au poste de police. Puis, Agnès arrive. Agnès, notre Cheryl est partie. Elle nous a quittés le jour de son anniversaire. Cette femme a tué Cheryl. Quelle femme? Qui était-elle? S'il vous plaît, dites-nous en détail. Et aidez-nous à la décrire. Diana dicte tous les rapports en pleurant sans relâche.
Une fois le croquis arrivé, tout le monde constate que cette femme ressemble à une nonne noire. « Écoutez madame, ne pleurez pas. Nous sommes vraiment désolés du décès de votre amie. Son cas est inhabituel. Nous ferons une enquête approfondie en son nom. Mais je pense que c'est un coup de la nonne noire. Nous pouvons attraper une personne vivante. Mais qu'en est-il des morts ? La nonne noire? Une personne morte? Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Oh, le docteur Robert pourra vous expliquer tout cela mieux que je ne le pourrais. S'il vous plaît, allez le voir. Voici son adresse. Qui est-il? C'est un expert en activité paranormale. Et il fait actuellement des recherches sur la nonne noire. Mais qu'est-ce qu'un expert en activité paranormale? Ce sont les experts qui font des recherches sur les forces démoniaques. Et les choses que les gens normaux ne peuvent pas contrôler. Diana et Agnès se rendent chez le docteur Robert le lendemain en prenant rendez-vous. Elle constate que sa chambre est très lumineuse et que d'étranges machines ont été installées. Dans un coin, il y a aussi un pentagramme. Et le docteur était assis à côté. « Bienvenue, Diana et Agnès. Comment allez-vous » Vous nous connaissez? Oui, l'inspecteur m'a tout dit sur vous. Je vais aussi faire des recherches sur le cas de Cheryl. Avez-vous apporté la photo ? Oui. Robert place sa photo au milieu du pentagramme et il l'observe attentivement. Robert murmure à voix basse. Mes soupçons étaient justes. C'est l'œuvre de la nonne noire et je suis vraiment désolé que votre ami en soit devenu la proie. Maintenant, il n'y a plus rien à faire. Mais pourquoi? Qui? Ou quoi? Les êtres humains normaux peuvent être châtiés. La nonne noire est un esprit. Il y a de nombreuses années, dans un village, 2 frères et sœurs, Sarah Whitefield et Peter, vivaient heureux. Peter trouva un nouvel emploi dans la ville à la Banque d'Angleterre. « Sarah, j'ai trouvé un nouveau travail et je suis contraint d'aller en ville. Mais ne t'inquiète pas pour moi. Je continuerai à t'envoyer de l'argent et je continuerai aussi à venir te rendre visite. » Peter arrive en ville et commence son nouveau travail à la banque. Au début, il travaille honnêtement, mais peu à peu, il devient accro à l'argent rapide et commence à parier l'argent de la banque. « Je deviendrai un homme très riche un jour. » Mais la fraude de Peter atteint la direction de la banque et il est dénoncé à la police. L'affaire dure de nombreux jours et la loi britannique le condamne à mort. Et Peter est exécuté. Pendant tout ce temps, Sarah Whitefield n'a pas eu de nouvelles de Peter pendant des mois. Elle décide de se rendre en ville et se rend à la banque pour retrouver son frère. Où est mon frère Peter? Nous ne le savons pas. Le personnel de la banque lui a caché la vérité pendant de nombreux jours. Mais Sarah, très obstinée, s'y rend tous les jours pour chercher son frère. Où est mon frère? Nous ne savons pas, il n'est pas venu travailler depuis longtemps. Sarah pressent que quelque chose est suspect et se rend chaque jour à la banque pour enquêter sur Peter. Un jour, les banquiers se lassent d'elle et lui disent la vérité. En apprenant cela, Sarah se sent complètement brisée. Dans son état émotionnel, les banquiers lui annoncent qu'ils lui donneront une pension, à condition qu'elle ne vienne plus à la banque. Quelques jours plus tard, Sarah meurt et elle est enterrée dans le jardin de la banque. Mais au bout de quelques jours, des gens dans la banque la voient. Et ils continuent à demander où se trouve son frère. Avez-vous vu mon frère Peter? Non. Et Sarah se convertit en nonne noire. Quiconque répond à ces questions, elle le tue de colère en lui écrasant la tête sur le sol. Le même sort a été réservé à votre amie Cheryl. Elle a été victime de la colère de la nonne noire. Mais notre ami a été tué inutilement. En quoi est-ce sa faute? Je peux comprendre votre chagrin. Que Dieu bénisse son âme. Et quelques jours plus tard, sur le même sentier, la nonne noire commet un nouveau meurtre et continue, à ce jour,
a suscité la peur dans la ville. La fin. L'homme au crochet. Cette histoire date de 1956. Elle se déroule dans une petite ville d'Amérique où vivaient Sophia et son petit ami Henry. Ils s'aimaient tous les deux beaucoup et passaient le moindre moment ensemble. Un jour, après le retour de l'université, Henry rejoint Sophia chez elle et lui dit « Sophia, aujourd'hui mon père a laissé sa voiture à la maison et il est parti en voyage d'affaires. Tu dois trouver une excuse ce soir pour qu'on puisse prendre la voiture et faire un long trajet ensemble. » Sophia et Henry conduisaient près d'une forêt. En écoutant de la musique à la radio, soudain, un homme apparaît devant eux. L'homme n'avait pas une main, mais plutôt un crochet en acier en guise de main. L'homme était debout, vêtu d'une cape noire et ressemblait à une ombre noire. Sophia cria en voyant l'homme et Henry appuie aussitôt sur les freins de la voiture. Ils sont alors tous les deux très effrayés. « Tu vas bien, Sophia ?» Oui, je vais bien, Henry. Mais qui était cet homme ? Je n'en ai aucune idée. Il était debout au milieu de la route. Attends ici, je vais aller jeter un coup d'œil. Non, laisse tomber, Henry. Partons d'ici. Nous ne devrions pas nous arrêter ici. Ok, allons-y. Henry gare le véhicule près de la forêt et une musique romantique passe à la radio. Qu'est-ce que c'est, Henry ? Pourquoi t'es-tu garé ici ? Pour que nous puissions passer un bon moment ensemble. Henry prend la main de Sophia et se rapproche d'elle. Alors qu'ils s'embrassent, un grand bruit de marteau se fait entendre au-dessus de leur voiture. Il y a eu un bruit de grattage. Sophia se bouche les oreilles et dit « Mais qu'est-ce qui se passe, Henry ? Partons d'ici !» Étrangement, la voiture ne démarre pas quand Henry essaye de la faire démarrer. Il essaye de démarrer la voiture 2 ou 3 fois de plus. Finalement, elle démarre. Henry appuie sur la pédale d'accélérateur et se tire de là, les roues crissant contre le trottoir. Le jeune couple entend une annonce à la radio, au milieu d'un silence angoissant. Nous interrompons votre émission régulière pour vous communiquer notre actualité. Nous venons d'apprendre que l'homme au crochet est de retour en ville et qu'il fait des victimes parmi les jeunes du quartier. Alors, soyez prudents. En écoutant l'annonce, Sophia a été clairement bouleversée. La peur se lisait clairement sur son visage. Henry lui demande « Que se passe-t-il, Sophia ? Qui est cet homme au crochet et pourquoi as-tu frémi dès que tu as entendu son nom ?» Tu ne sais pas, Henry. Tu es arrivé dans cette ville il y a quelques années. Il y a 10 ans, en 1946, la fille de ma tante, Anna, et son petit ami sont partis en randonnée. Ils ont campé seuls sur la colline et ont monté une tente. Alors qu'ils allaient tous les deux vers la tente, Anna a entendu une voix et elle a eu un peu peur. Quand les deux ont vu la forme à l'extérieur, un homme se tenait devant leur tente, très effrayant et maléfique. Les ongles de ses mains étaient longs, ses yeux étaient d'un rouge sinistre et l'une de ses mains était faite d'un crochet en acier. « Je ne vous laisserai pas partir tous les deux. Je tuerai tous les couples qui s'aiment. » Le petit ami d'Anna entra en colère après avoir entendu cela et il attaqua l'homme au crochet. Mais celui-ci le poignarda dans le cou et le frappa au visage et le petit ami mourut sur le coup. Anna tentait de s'enfuir quand l'homme au crochet lui attrapa le cou et la frappa et la poignarda au visage. Ma sœur s'est évanouie et quand elle a repris ses esprits, elle est rentrée couverte de blessures. Depuis, elle n'a pas pu se remettre de cet épisode. Elle reste dans sa chambre, ne parle à personne et ne veut pas se marier. Mais qui est cet homme au crochet et pourquoi fait-il cela ? De tels incidents se multiplient rapidement dans la ville. Des couples étaient assassinés chaque jour. Nous ne comprenons pas qui est l'homme au crochet. Pourquoi faisait-il cela ? Et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas été en mesure de comprendre qui il est. Sophia raconte tout cela à Henry.
Et soudain, son véhicule est à nouveau attaqué, comme si quelqu'un frappait le véhicule avec un marteau. Henri, dépêche-toi! Allons chez moi! Puis l'homme au crochet brisa la vitre de la voiture avec son crochet. De ses yeux rouges, de ses dents pointues, de son visage terrible coule une lave de sang. Il traîna Sophia hors de la voiture avec son crochet. Henri essaye rapidement de frapper l'homme au crochet en sortant de la voiture, mais celui-ci le frappe avec son crochet sur le visage. Et son visage se couvre de sang. Il hurle de douleur et meurt. Sophia se précipite pour sauver sa vie. « Je ne laisserai personne vivre. Je ne laisserai sûrement personne vivre. Je vais tuer tout le monde dans cette ville. Et personne ne pourrait être heureux en amour. Personne. » Sophia s'enfuit chez son oncle John. Son oncle est un militant du paranormal. Elle lui raconte toute l'histoire. Pourquoi est-il revenu? Mon oncle! Pourquoi veut-il tuer tout le monde? Il a tué Henri aussi. J'ai tellement peur. Ma chère, tout d'abord, tu devrais boire un peu d'eau. Je sais ce qui est arrivé à Anna. Et maintenant, il est revenu. Ce qui signifie que tous les jeunes sont en danger désormais. Mais pourquoi tue-t-il tous les jeunes? On raconte qu'il y a 50 ans, un garçon nommé Kevin Hook vivait dans cette ville. Il était forgeron. Kevin aimait une fille, mais il ne pouvait pas l'épouser, car le père de la fille était très riche. Il a brisé l'amour de Kevin avec son argent. Et pour éloigner Kevin de sa fille, il a coupé une des mains de Kevin et l'a battu violemment. Kevin a failli mourir. On dit qu'il a fabriqué ce crochet et l'a fixé sur sa propre main. Maintenant, il tue tous les couples qui s'aiment. Il vient dans cette ville tous les 10 ans pour chasser. Et tout le monde l'appelle l'homme au crochet. Mon oncle, je dois venger la mort d'Henri contre cet homme au crochet. Il a aussi ruiné ma sœur. Je ne le laisserai pas tranquille. Aidez-moi, s'il vous plaît. D'accord, je t'aiderai. Sophia et son ami Peter se tiennent près de la forêt et attendent l'homme au crochet. Sophia, j'ai tellement peur. Et si l'homme au crochet me tue? Rien de grave ne t'arrivera. Aie la foi. Sophia serre Peter dans ses bras et soudain, des vents violents soufflent puissamment dans la forêt. Sophia voit l'homme au crochet debout devant elle, le sang coulant de son crochet et son regard enragé. « J'ai dit que je tuerais tous les amoureux. » L'homme au crochet tend la main, attrape la jambe de Peter avec le crochet et le suspend à l'arbre. « Je ne laisserai personne. Je ne laisserai plus personne. » L'homme au crochet tend l'autre main et soulève Sophia par le cou. Sophia s'étouffe et au même moment, l'oncle John, caché derrière un arbre, apparaît et met un médaillon autour du cou de l'homme au crochet. La force de l'homme au crochet se mit à diminuer. Il commença à gémir bruyamment. Son crochet se détacha de sa main et il disparut lentement dans le vide. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de l'homme au crochet. Bloody Mary. Une nuit, dans un grand manoir, une lumière disparaît soudainement. Dehors, de fortes tempêtes de vent troublent le calme. Il y avait le doux battement de pied d'une personne dans l'obscurité. Soudainement, le bruit des pas devient plus fort et plus rapide. Un bourdonnement fort de l'ouverture d'une vieille porte. Une belle fille se dirige vers une pièce, une bougie allumée à la main.
Elle brûle de nombreuses bougies sur son chemin en avançant. Son visage était sinistrement silencieux. Elle brûle 4 bougies près d'un miroir. 2 jeunes hommes et une jeune femme sont assis sur le canapé dans cette même pièce. Tout le monde observe la jeune femme attentivement. La fille s'appelle Rosaline. Salut les amis, comment allez-vous? Désolée pour le désagrément. Parfois, nous avons des pannes de courant ici. Nous allons bien, Rosaline. Comment vas-tu? Je vais très bien. J'espère que vous n'avez pas eu de difficultés à venir jusqu'ici. Non, non, non. C'est un endroit très intéressant. C'est merveilleux. C'est une zone très déserte. Ça a l'air très dangereux. Il semble que beaucoup d'animaux sauvages vivent ici aussi. Rosaline, tu n'as pas peur ici? Avant, oui, mais plus maintenant. Maintenant, je me suis adaptée à tout. Le bruit des animaux sauvages m'apaise aussi maintenant. À ce moment-là, des animaux sauvages lancent des bruits terribles de la forêt. Y a-t-il des fantômes et des sorcières qui vivent ici aussi? Quoi? Fantômes et sorcières? Je ne crois pas à ces sornettes. On dirait que vous n'avez jamais vu d'entité auparavant? Avez-vous déjà entendu parler de Bloody Mary? Oui, en effet. L'histoire de Bloody Mary est très célèbre et tout le monde la connaît. J'ai également entendu parler de Bloody Mary. La légende dit que si quelqu'un prononce 3 fois le nom de Bloody Mary en allumant 2 bougies devant un miroir, elle apparaît instantanément. Il ne se passe rien, c'est du vent. Sarah, Bloody Mary est réelle. Elle a été une vampire très dangereuse. Les gens en Angleterre tremblent encore sous son nom. Ce sont les propos de personnes superstitieuses. Les fantômes n'existent pas dans la réalité. Les gens ont juste inventé des histoires. Je ne croirais que si je voyais vraiment un fantôme en personne. Tu croiras un jour. Après avoir dîné, Sarah et Rosaline vont dormir dans une chambre. Leurs 2 amis dormaient dans une autre pièce. Rosaline et Sarah n'arrivaient pas à dormir. Sarah, je vois que tu n'as pas sommeil. Alors pourquoi ne pas appeler Bloody Mary? Elle est imaginaire. Alors comment pourrait-elle apparaître? Si elle vous intéresse tant, alors vous pouvez l'invoquer. En disant cela, Rosaline alla sur la terrasse, pendant que Sarah attendait seule dans la chambre. Le bruit des animaux sauvages retentissait à nouveau. Sarah se réveille et s'approche du miroir. Elle pose son regard sur la bougie allumée. Elle regardait autour d'elle sans arrêt. Soudainement, une pensée lui vint à l'esprit, alors qu'elle était assise devant le miroir et continuait à réfléchir. « Bloody Mary! Bloody Mary !» Elle garda le silence pendant un moment et continua à regarder autour d'elle. Un léger tintement retentit. Certains ustensiles tombaient soudainement et le bruit résonnait de façon obsédante dans la chambre. Ses yeux étaient fixés là-dessus. Elle sentit la présence de quelqu'un approcher. Tout à coup, un chat surgit et sortit de la pièce en courant aussi vite que possible. Sarah soupira de soulagement et garda le silence quelques instants. « Bloody Mary !» Il régnait un silence ambiant. Sarah souriait légèrement en toute confiance. Tout était silencieux pour un bon moment. Les bruits d'animaux sauvages ne cessaient de se succéder. Il y eut de nouveaux doux tintements. Sarah avait l'impression que Rosaline descendait les escaliers. Mais à nouveau, le silence se fit entendre. Au bout d'un moment,
les bruits des chauves-souris et des hiboux retentissaient. Rien ne s'est passé après ça. Sarah a compris que les histoires sur Bloody Mary sont des inventions. Mais qu'est-ce que c'est ? Soudainement, le miroir se mit à trembler. Des voix surnaturelles sortaient du miroir. Sarah tremblait d'effroi. Elle voulait crier, mais elle était incapable de se faire entendre. Seule, elle avait de plus en plus peur. Elle vit un visage horrible apparaître dans le miroir. 2 mains répugnantes se dirigeaient vers sa gorge. Quelques instants plus tard, Sarah saignait. Sa gorge était gravement blessée. Elle réussit à se dégager le cou et s'enfuit. Elle est tombée de façon désordonnée au milieu de la pièce, puis s'est relevée et a recommencé à courir. Sous la forme de la mort, Bloody Mary la poursuit violemment. Des voix fortes, terribles et des cris rompaient le silence. Sarah continuait à courir et à courir. Par peur, elle se précipite dans une pièce et verrouille la porte de l'intérieur. Là, elle s'est évanouie. La porte de sa chambre résonnait bruyamment et le bruit devenait plus fort, et à chaque seconde qui passait. On aurait dit que quelqu'un essayait d'enfoncer la porte. Des cris terribles provenaient de l'extérieur, dans le couloir. Il risquait maintenant de se passer quelque chose de dangereux. Rosaline était enfin redescendue de la terrasse. Ses yeux tombèrent sur Bloody Mary. Elle était dos à Rosaline. Le cri de Rosaline retentit et elle prit la fuite. L'effroyable Bloody Mary suivait désormais Rosaline. Lorsque les amis de Rosaline aperçoivent cela, ils ne tardent guère à se sauver. Effrayés, ils se précipitent vers une autre pièce et avec un soupir de peur et de soulagement, s'assoient là, la porte fermée. Maintenant, la porte de leur chambre frappait bruyamment. « Nous n'ouvrirons pas la porte. Ouvre-t-on la porte à la mort ? Silence ! Ouvrez la porte, vite !» Et c'est la voix de Rosaline. Vite, ouvre la porte et referme-la très vite. Ouvre-la toi-même, j'ai trop peur pour le faire. Le premier ami fait rapidement entrer Rosaline et a refermé la porte. Où est Sarah ? Je ne sais pas. Qui a invoqué Bloody Mary ? Rester ici maintenant, c'est se régaler de la mort. Il semble qu'elle l'ait appelée plusieurs fois. Alors, elle est venue lui rendre visite pour de vrai. Maintenant, comment échapper à cette entité ? Oh oui, je me souviens, nous devons appeler le père Anthony. Rosaline appelle le père Anthony. Et après un moment, il se rend lui aussi au manoir. En entrant dans le hall du manoir, il voit Bloody Mary attrapant Sarah, l'amie de Rosaline. La mort de Sarah était imminente. Le père Anthony tenait la croix dans sa main et il appela Bloody Mary d'une voix forte. Je t'ordonne d'arrêter Bloody Mary. Laisse Sarah, elle ne t'a rien fait. Laisse-la et recule. Qui t'a invoqué ici ? Tu dois partir. Je t'ordonne de la laisser. En entendant cela, Bloody Mary laissa Sarah et sortit des voix horribles. Bloody Mary, Bloody Mary, va-t'en, va-t'en. Bloody Mary tomba lentement, avec de terribles cris qui sortaient encore de sa bouche. Elle devint invisible en un instant, et une fumée noire se répandit tout autour. Sarah se réveilla lentement, elle toussa. Et s'accrocha à Rosaline. Fin. L'homme mince. Cette histoire date de 1949. Il y avait 4 amis très proches, Cooper, Rosie,
Joseph et Marie. Tous les 4 étaient dans la même classe à l'université et tout le monde sur le campus parlait de leur grande amitié. Les 4 amis étaient si proches et rigolaient toujours les uns des autres. Ils n'avaient pas besoin d'un 5e ami pour rejoindre le groupe. Cooper, tu ne trouveras pas de partenaire dans la vie. Pas besoin d'en trouver une. Je vais juste t'épouser. Cela n'arrivera jamais, Cooper. Marie est incroyable, mais pas assez pour tolérer un gars comme toi. À l'annonce des vacances d'hiver au collège, tous les amis prévoient de se retrouver ensemble dans la forêt. J'amènerai la Jeep de mon père. Ce sera très amusant. Yo, je me demande juste quels vêtements je dois porter. Hé Marie, explique-lui s'il te plaît. Évite d'y aller en robe. On va dans la forêt, pas dans un club. Comme si je le savais pas. Prends un bon appareil photo, je veux juste prendre plein de photos de moi. Avec une Jeep ouverte, ils partent faire un tour dans une forêt voisine. Hé, waouh, quel bel endroit, Joseph. Garons la Jeep et faisons une promenade à pied. D'accord. Alors qu'ils marchaient dans la forêt, celle-ci est devenue progressivement plus profonde et plus dense. Cooper, c'est un endroit magnifique. Sors l'appareil photo et prends-moi plein de photos de moi. Alors quoi? Je suis juste un caméraman pour vous? J'aime regarder la forêt aussi, tu sais. Ils profitent de la forêt. Rosie remarque alors que Marie est partie. Hé Cooper, où est Marie? Vous preniez des photos d'elle? Elle était avec moi il y a un instant. On prenait des photos ensemble, juste derrière cette crête. Oh, voyons voir, montre-moi la caméra. Rosie prend la caméra pour taquiner Cooper. Toutes les photos de Marie sont très belles. Mais à l'arrière-plan, on aperçoit sur les photos un homme très mince et très grand, portant un manteau noir et un pantalon noir. Sur une séquence de photos, il est au loin. Puis à chaque nouvelle photo, il est de plus en plus proche de Marie. Rosie crie de peur. « Cooper, Joseph, regardez ces photos !» Ensemble, ils regardent les photos et sont tous les 3 saisis d'effroi. Cet homme porte un costume noir et ses mains sont comme des tentacules. Il s'approche sans cesse de Marie et soudain, elle disparaît sur la photo suivante. Où est partie Marie? Rosie, tu ferais mieux de retourner dans la Jeep. Marie! Vas-y, prends de l'avance sur nous, Rosie. Retour à la Jeep, en route. Les 3 se mirent à courir en criant le nom de Marie. En arrivant à la Jeep, ils ont vu Marie tout près d'elle, debout au milieu de la route. Ses yeux étaient devenus rouges et des tentacules sortaient de son corps. Elle se mit soudain à rire bruyamment. « Les gars, vous fuyez et me laissez seule ?» Aussitôt, Marie ouvre la bouche. Des ombres noires se déversent dans une brume et se rassemblent autour d'elle, tandis qu'un grand homme sombre s'élève dans la brume. Il est géant. Sa bouche est très longue et complètement blanche. Et ses tentacules tremblent. Il n'a pas de visage, pas d'yeux, pas d'oreilles, pas de nez. Les 3 amis sont pétrifiés de peur et s'éloignent de lui. Mais le grand homme se glisse vers eux et attrape Joseph. Joseph! Cours, Rosie, sinon il nous attrapera aussi. Rosie court mais se retourne. Elle aperçoit Joe et Marie marchant dans la brume sur la route avec le grand homme entre eux. Dieu ne me pardonnera jamais! Cooper et Rosie retournent à la Jeep et décollent. Ils se rendent directement au poste de police et racontent à la police tout ce qui s'est passé. D'accord, nous avons un procès verbal. Mais d'après ce que vous nous avez raconté, le tueur n'a pas l'air d'un homme ordinaire. Nous recevons beaucoup de plaintes à son sujet, en fait. L'homme mince, il pourrait être surnaturel, mais nous essayerons d'en savoir plus sur lui. L'homme mince?
Oui, l'homme mince. Il capture constamment des jeunes. Sa terreur sévit dans toute la région. Vous n'auriez pas dû aller dans la forêt. Dites-le aux autres élèves du collège et à vos parents aussi. Tous deux retournent au collège, mais Rosie n'arrive pas à penser à autre chose. Sa peur de l'homme mince est ancrée dans son esprit. Cooper essaie de l'aider, mais en vain. Et le principal du collège appelle ses parents. Écoutez, votre fille a eu une attaque, mais nous pensons que c'est un problème spirituel. Alors nous l'emmenons chez un prêtre pour voir s'il peut intervenir. Les parents de Rosie l'emmènent à l'église et le pasteur lui pose la main sur la tête. Qu'est-il arrivé à ma fille? Va-t-elle s'en sortir? Oui, elle va bien, mais elle a eu une attaque. Elle a vu l'homme mince. Il ne sera pas facile de la soigner. Mais qui est cet homme mince? L'homme mince attire les jeunes enfants à lui. Il y a plusieurs années, un enfant très mignon nommé Simon vivait avec ses parents. Il était très différent des autres enfants. Il préférait errer et jouer seul dans la forêt plutôt que de jouer avec les autres enfants. Ne va pas dans les bois tout seul, Simon. Combien de fois je te l'ai dit? Un jour, lorsque Simon revint de sa promenade dans la forêt, il vit que sa maison avait été réduite en cendres et que ses parents étaient morts dans les flammes. Simon s'enfuit en pleurant et s'enfonça dans les profondeurs de la forêt. Lorsqu'il atteignit la partie la plus sombre de la forêt, il rencontra une très vieille femme qui venait de loin. Elle vivait dans une petite maison. Simon marcha jusqu'à elle et elle l'adopta. À partir de ce jour, Simon l'a appelée grand-mère. Ai-je précisé que mamie avait aussi une petite fille nommée Angelina? Veux-tu être mon ami, Simon? Et pourquoi pas Angelina? Ainsi, une profonde amitié vit le jour entre eux. Ils grandirent ensemble et tombèrent amoureux l'un de l'autre. Au bout de quelque temps, mamie meurt et Angelina a le cœur plein de tristesse. Ne sois pas triste, Angelina, tu n'es pas seule. Et si on se mariait? Et les deux vécurent heureux après s'être mariés. Peu de temps après, ils ont eu la chance d'avoir une fille. Ils la baptisèrent Slendrina. Ils étaient tous très heureux ensemble. Merci Angelina, je n'aurais jamais cru que ma vie soit à nouveau heureuse. Grâce à toi, petit à petit, Slendrina grandissait. Ils passaient tous les trois de bons moments. Mais un jour, Simon rentra de la ville. Il vit qu'Angelina et Slendrina étaient étendues sans vie et ensanglantées dans la cour. Il fut choqué et tellement désemparé qu'il a couru directement dans la maison jusqu'à la cuisine. Dehors, Angelina et Slendrina se mirent à rire. Elles prétendaient être mortes. Puis elles entendirent un bruit terrible venant de la cuisine. Elles coururent vers la cuisine et virent Simon sur le sol. Il s'était poignardé. Simon, qu'as-tu fait? Nous plaisantions juste. Papa, pourquoi as-tu fait ça? Simon meurt. Une ombre noire l'engloutit. Et Simon devient soudainement plus grand. Des tentacules émergent de son corps. Toutes les parties de son visage, son nez et ses oreilles ont disparu une à une. Lentement, il devint complètement sans visage. Il est devenu grand et blanc. Sa taille avait doublé. Il tend la main à ses proches, mais ils sont terrifiés. Cours, ma fille, cours. Tu n'as plus rien à faire ici. Mais tu viens avec moi, maman. Oui, je viens aussi. Mais cours maintenant et ne te retourne pas. Va-t'en d'ici. Angelina ne put courir vite. Et Simon l'attrapa et l'emmena dans le monde des ombres noires. Depuis lors, tout le monde l'appelle l'homme mince. Et disent que, même aujourd'hui, il continue à chercher sa fille de 14 ans dans la forêt. Alors, dès qu'un jeune approche la forêt, il l'attrape. Mais mon père, notre fille ira bien, n'est-ce pas? Oh oui, 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 ayez foi.
Ne la laissez pas sortir le soir. Nous devons la protéger de toute ombre maléfique. Et mettez-lui ce talisman enchanté autour de son cou. Les parents de Rosie la font soigner à l'hôpital, mais son cerveau ne guérit pas. Elle vécut dans la folie pour le reste de ses jours, craignant l'ombre de l'homme mince. Cette longue bouche, ces longues tentacules. Chaque fois qu'elle en parle, chaque fois qu'elle y pense, elle crie et hurle fort dans sa chambre, seule. Pas si heureuse, à tout jamais. Fin. Le grand pied. Une équipe de 5 alpinistes était assise dans une tente entre 2 arbres, sur une haute colline enneigée. Des vents glacés soufflaient à l'extérieur. Un feu de camp est allumé d'un côté. Des animaux sauvages font des bruits depuis la forêt dense environnante. Ils se parlent tous les deux. Cela fait 15 jours que nous sommes arrivés ici. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu le vrai Yéti, ni même une empreinte. Oui, nous sommes tous très impatients de le voir. Mais qui sait quand nous le verrons? Au moins, nous avons Lily avec nous comme appât. Si le Yéti la voit, il va sûrement l'enlever. Elle est partie avec John. Tu t'inquiètes pour rien. Pas besoin de s'inquiéter. Ils seront de retour dans peu de temps. Je serai de retour très bientôt. Alors nous pourrons poursuivre notre mission. Ok, Joe, comme tu veux. Le temps passa et la nuit tomba. Mais Joe ne revint pas. Les bruits terribles des animaux sauvages résonnaient tout autour d'eux. Tous les collègues de Joe étaient inquiets à son propos. Où est-il allé? Il devrait déjà être revenu. Est-il allé trop loin? Y a-t-il un danger partout? Je devrais vérifier. Alors que James se glissait hors de la tente, quelqu'un criait au loin. Il écouta attentivement. C'était bien la voix de Joe. « À l'aide! À l'aide! À l'aide! John! Gomez! Venez! Venez vite, s'il vous plaît !» James cherchait la direction de la voix. Il voyait des buissons bouger et on entendait des bruits violents de chimpanzés. Lentement, la voix de Joe cessait de hurler. James courait vers les bois à sa recherche. Il ne voyait personne. Mais il découvrit un chemin menant à la montagne. Il y avait des loups sauvages qui se promenaient. Il aperçut de grandes empreintes de pas. Il regarda attentivement. C'étaient des empreintes de très grands pieds de quelqu'un. Soudain, James poussa un cri retentissant. « Joe! Joe! Où es-tu? Gomez! John! Venez rapidement !» Après quelques instants, Gomez, John et Lily accoururent. « Qu'est-ce qu'il y a, James? Pourquoi as-tu crié? Où est Joe? On n'a aucune trace de Joe. Il est passé par ici et je ne sais pas par où il est allé. Je l'ai entendu crier. Certains buissons tremblaient aussi ici. Ensuite, je suis arrivé ici et il n'y avait personne. Regardez! Regardez ces longues et grandes empreintes de pas. Ces empreintes sont très grandes. Ça pourrait être les empreintes d'un Yéti. Pourquoi Joe s'est-il attiré des ennuis? Oui, c'était mon travail, mais il est drôle. Est-ce que les Yétis aiment les gars marrants? Ce n'est pas le moment de plaisanter. Nous devons le retrouver. Allons-y, identifiez les empreintes de pas. Ils avançaient tous en regardant les traces de pas. Il neigeait abondamment. Ils arrivèrent à la montagne. Beaucoup de neige s'était accumulée. Ils criaient tous le nom de Joe. Leur voix résonnait sur la montagne et était renvoyée en écho. Au loin, ils apercevaient une grande ombre près d'un étang. Des sons horribles et terribles venaient de là.
Joe! 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 Où es-tu, Joe? Regardez! Voilà le pistolet de Joe par terre. Oui, c'est le pistolet de Joe. Ça doit être grave. Non, ce n'est pas possible. As-tu vu un yéti ou un animal sauvage? Non, j'ai juste vu les buissons bouger. Ensuite, le cri de Joe. C'était bien Joe, une chose est sûre. Joe a de gros ennuis. En observant les grandes empreintes, une chose est sûre. Joe a été emporté par un yéti ou une autre créature géante. Nous n'avons jamais vu de yéti, mais il paraît qu'ils sont vraiment effrayants. Ils ont de longues jambes et de grandes pattes. Les marques de griffes que nous venons de voir étaient plutôt grandes. Il me semble que le yéti est une créature très dangereuse. Il a enlevé un de nos chers compagnons. Maintenant qu'il fait nuit, nous devrions retourner à notre feu de camp, où nous pourrions être les prochains. Nous pourrons retrouver Joe demain matin, en ayant une meilleure vue. Faisons demi-tour. De violents vents glacés commençaient. John, James, Gomez et Lily prirent le chemin du retour. L'obscurité grandissait. Lily se retourna vers le lac et vit à nouveau une longue silhouette noire et brumeuse à quelque distance. Pauvre Joe, je ne sais pas dans quel état il est. Mon Dieu, s'il vous plaît, protégez-le. Nous devons recommencer à le chercher demain à l'aube, quoi qu'il arrive. Ils retournaient tous à leur tente. Hormis la lumière de leur tente, l'obscurité totale s'était répandue autour de leur site. Les bruits de quelques chiens sauvages venaient de loin. Ils regrettaient tous leur ami Joe, et le sommeil ne venait pas. Ils avaient juste trop peur. John se leva de son lit pour faire pipi et quitta sa tente. « Attention, John, ne va pas trop loin. Attends, je dois y aller, je viens aussi avec toi. » « Merci, mon ami, je vais rester près de cette tente. Je ne serai pas long. Ce yéti frété ne m'aura pas. Je t'interdis de prononcer ce nom. Notre cher compagnon a disparu par sa faute. » Peu de temps après, on entendit la voix de John. « Oh non, c'est terrible. John, que s'est-il passé? Ne vous inquiétez pas, je vais bien, mais ce pauvre agneau est bien malheureux. Qu'est-il arrivé à l'agneau? Cet énorme python l'a avalé. Quel terrible python! D'abord le yéti, maintenant le python. Cet environnement est plein de dangers. » Ils se dépêchaient d'entrer et les deux commençaient à parler. John sortit la brochure de cette randonnée en montagne. « Regarde là en bas en petits caractères. Ça dit qu'il y a des pythons, des yétis, des chiens sauvages et des colibris venimeux. » Quoi? C'est un piège mortel! Tous les animaux essayent de nous capturer et de nous tuer. Allez Lily, rejoins-nous. On dirait que tu ne dors pas. Il est difficile de dormir par une nuit pareille. Regardez James qui se tourne et se retourne dans son sommeil. Je ne suis pas endormi. J'attends juste l'aube. Nous ne pourrons pas bien dormir tant que nous n'aurons pas trouvé Joe. Les quatre amis ont discuté tranquillement en attendant que le jour se lève. Non loin de là, un gazouillis féroce d'un chimpanzé a été entendu près des buissons. Il y avait aussi le bruit des chiens sauvages, les buissons qui tremblaient. « Ok, soyez vigilants, personne ne sort seul. On dirait que le yéti est de retour. Cette ombre dans les bois, c'est une mort certaine pour quiconque s'y aventure. » Soudain, un cochon sauvage rugit de douleur, puis poussa un couinement brusque jusqu'au silence. Ensuite, des dizaines de chiens hurlaient au loin. Et le terrible babillage des chimpanzés ressurgit. Est-ce la voix du yéti? Il a le même cri qu'un chimpanzé, mais il est plus aigu. Nous avons entendu sa voix, mais nous ne pouvons pas prendre le risque de le voir.
Vous avez raison. S'approcher de lui, c'est comme regarder la mort dans les yeux. Au bout d'un certain temps, le silence le plus total régnait partout. Les premiers rayons du soleil touchaient le sol. Les 4 amis sortirent. Ils allèrent jusqu'au même buisson et virent à nouveau les mêmes grandes empreintes de pas. Ils poursuivirent la recherche de leur partenaire Joe. Ils le cherchaient partout, mais sans succès. Ils virent un indigène, un vieux montagnard. John l'a appelé. « Bonjour, vieil homme. S'il vous plaît, approchez. Habitez-vous dans le coin ?»« Oui. J'ai vécu dans cette région pendant les 65 dernières années. Avez-vous déjà vu un Yéti ici ?» « Honnêtement, je n'en ai jamais vu. Mais j'ai vu beaucoup d'empreintes de pas. J'ai entendu des histoires de ma grand-mère à leur sujet. J'ai entendu dire qu'ils sont très horribles et très affamés. C'est peut-être pour cela que celui qui les voit ne vit pas longtemps pour en parler. J'ai aussi beaucoup entendu parler d'eux. Je suppose qu'on devrait s'en aller. Si vous n'en avez pas vu depuis 65 ans, alors il n'y a plus d'espoir pour notre ami, Joe. » Ils le cherchèrent dans les environs. Après un certain temps, un silence total régnait partout. Les premiers rayons du soleil effleuraient le sol. Ils le recherchaient, mais ne pouvaient pas le retrouver. Ils continuaient à chercher leur partenaire Joe. Ils le recherchèrent partout, mais ne parvinrent pas à le retrouver. Beaucoup de gens racontent des histoires sur le Yéti, mais aucune preuve concrète n'a jamais été prouvée. Le Yéti reste une véritable énigme pour les humains. La fin. La mère de Donna lui a offert une magnifique poupée ancienne pour son anniversaire. Donna était si heureuse qu'elle a tout de suite voulu la montrer à son amie Angie. « Regarde, Angie, comme la poupée est jolie. C'est ma maman qui me l'a offerte. J'aime beaucoup les poupées. Je suis folle de poupées, depuis que je suis toute petite. Ma mère connaît très bien mes goûts. Elle est vraiment mignonne. Elle est si naturelle qu'on dirait qu'elle pourrait nous parler. C'est vraiment magnifique. » Cette nuit-là, Donna a joué avec sa poupée pendant un moment, puis elle l'a mise sur le lit. Le matin, elle est sortie de la maison pour aller déjeuner avec Angie. À la maison, les yeux noirs de la poupée sont devenus rouges et une lueur terrifiante s'en dégageait. La pièce semblait trembler au rythme des bruits terrifiants. Quelque temps plus tard, lorsque les 2 amies ont regagné la chambre de Donna, elles ont été choquées. La poupée était assise sur la chaise et non sur le lit, et ses 2 yeux étaient devenus rouges. Cette scène était à la fois très étonnante et effrayante. Et je l'ai mise sur le lit. Comment est-elle arrivée sur cette chaise? Tu l'as enlevée? Non, nous sommes les seuls dans la maison. Personne d'autre n'est autorisé à entrer dans cette pièce. Alors comment la poupée a-t-elle pu bouger? Comment est-ce possible? Les 2 amies fixent la poupée, et soudain, un son effrayant retentit dans la maison. Depuis ce jour, les choses étranges se passaient avec cette poupée. Il y avait des sons effrayants qui faisaient frissonner le cœur. Parfois, Donna trouvait la poupée sous son lit ou devant sa porte. Tous ces incidents désagréables se sont rajoutés au déplacement mystérieux de la poupée. Parfois, il y avait des bruits de rire forts, comme des rires furieux d'une fille. Et parfois, des pleurs d'enfants émanaient aussi de cette même poupée. Tous ces incidents étaient très déconcertants. Les 2 amies étaient souvent effrayées par la peur pure et simple. En effet, qu'y a-t-il de plus effrayant que la peur? Un jour, en arrivant dans sa chambre avec son amie, Donna a vu que beaucoup de ses livres étaient dispersés, que de nombreux morceaux de papier étaient éparpillés dans la maison et que plusieurs d'entre eux portaient la mention « Au secours ». Le papier volait dans tous les sens et il y avait une voix effrayante. Ce jour-là,
Donna regardait attentivement la poupée et remarquait que des larmes de sang coulaient de ses yeux. Elles étaient toutes deux très inquiètes. Elles se serraient l'une contre l'autre avec crainte et elles ont rapidement appelé un expert en paranormal. En effet, l'âme d'une fillette de 7 ans était piégée dans cette poupée. Le nom de la fille était Annabelle Higgins, morte dans un accident. L'âme de cette fille a besoin d'amour. Elle s'est prise d'affection pour toi. Maintenant, c'est à toi de décider si tu veux vivre avec elle ou... Nous la garderons auprès de nous pour toujours. Cette poupée ne nous a jamais fait de mal. C'est une poupée très mignonne. Nous nous sommes aussi beaucoup attachés à elle. Quelques jours plus tard, un de leurs amis, Lou, est arrivé dans leur appartement. Ils vivaient dans une chambre distincte. Lou regardait la poupée Annabelle très attentivement. Puis, il a constaté des mouvements étranges de la poupée. Donna, tu dois te débarrasser de cette poupée, ou un jour, un accident, ou une chose terrible t'arrivera. Lou, cela est impossible. Nous vivons avec Annabelle depuis longtemps. Nous l'aimons. Et elle nous aime. Je n'y vois aucun mal. Les filles n'avaient aucune idée de la pertinence de Lou et n'ont pas tenu compte de son avertissement. C'était leur plus grosse erreur. Un jour, Lou dormait seul dans sa chambre. Des voix effrayantes se rapprochaient de lui. Le rire trompeur devenait de plus en plus terrible à chaque instant. Il aperçut Annabelle s'approchant imprudemment de lui en volant dans les airs. Elle flottait au-dessus de lui. Son visage était horrible. Ses yeux brillaient et scintillaient de rouge. Il y avait du sang sur les bords de ses lèvres. Avant qu'il ne le réalise, elle lui a griffé la poitrine avec ses griffes. Sa poitrine se mit à lui faire très mal. À l'aide! À l'aide! Sauvez-moi de cette poupée! À l'aide! Des voix terribles retentissaient. Il avait l'impression de recevoir des coups de couteau sur la poitrine. Des rires terribles résonnaient dans la pièce. Lou ne pouvait pas bouger. Il avait l'impression que quelqu'un le tenait et l'immobilisait. Des cris terribles retentissaient de tous côtés. Il était horrifié, terrifié, pétrifié. Ses vêtements étaient déchirés. Il ne pouvait plus articuler correctement et l'instant d'après, il s'évanouit. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il gémissait de douleur. Il avait 4 marques profondes de clous sur la poitrine. Il était gravement blessé. Donna et son ami le retrouvèrent et furent choqués. Elles avaient toutes deux l'air effrayées. Elles ne savaient pas quoi faire. Donna se rassit en se tenant la tête. Lorsque leurs voisins ont appris ce qui s'était passé, ils ont fait venir le père Hagen. Il enquêta sur Annabelle et très vite, il comprit qu'il ne pouvait pas dompter la poupée. Il a appelé un prêtre supérieur du nom de Père Cook. Il a contacté Ed et Lorraine Warren. Ensemble, ils ont mené une enquête approfondie sur la poupée Annabelle. La vérité a été révélée au grand jour. Ed et Lorraine Warren n'avaient jamais vu une poupée aussi dangereuse et mystérieuse de leur vie. Après de nombreuses recherches, ils ont découvert la vérité sur cette poupée. Ils ont découvert que cette poupée ne contenait pas l'âme d'une fillette de 7 ans, mais plutôt l'âme d'un grand et terrible démon qui se faisait passer pour un enfant. L'objectif de ce démon était de prendre le contrôle total du corps de Donna ou de son amie Angie. Si le démon avait réussi à atteindre son objectif, il aurait causé une terrible destruction. Lorsque Ed et Lorraine Warren leur ont révélé cette vérité, Donna eut des frissons dans le dos. Elle tremblait de peur. Monsieur,
J'ai très peur. S'il vous plaît, sauvez-moi de cette dangereuse poupée. Emmenez-la loin d'ici. Elle peut se révéler dangereuse pour quiconque et à tout moment. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Je t'emmènerai loin d'ici pour toujours. Tu es une simple poupée. Tu ne feras de mal à personne. Puis, Ed et Lorraine Warren mirent la poupée dans la malle de leur voiture et partirent. Aussitôt qu'ils avancèrent, leur voiture roulait de plus en plus vite. La direction était bloquée et les freins ne répondaient plus. Des sons étranges émanaient du coffre. Ils ont sauté de la voiture qui roulait à toute vitesse, juste au moment où elle s'est écrasée contre un arbre. Ed et Lorraine Warren réfléchirent longuement, puis ils prirent de l'eau bénite et en aspergèrent sur la poupée Annabelle. La poupée se calma. Ils ont démarré la voiture et sont arrivés chez eux. Ils savent désormais qu'il n'est pas facile de maîtriser la poupée. Chez Ed et Lorraine Warren, la poupée se déplaçait également d'un endroit à l'autre. Ils ont appelé Jason Bradford, un autre célèbre prêtre catholique. Le prêtre Jason démontra l'influence de ses pouvoirs et souleva la poupée dans sa main et dit « Tu es une simple poupée, tu ne feras de mal à personne. » Après avoir prononcé ces mots, il est reparti chez lui. Quelque temps après, on apprit qu'il avait frôlé la mort dans un terrible accident. Désormais, avec la décision du prêtre Jason et d'Ed et Lorraine Warren, Annabelle fut enfermée dans une boîte en bois. Ils gardaient cette boîte dans le musée. À ce jour, cette poupée est conservée au musée, dans la même boîte en bois. Un jour, un ami d'Ed et Lorraine Warren se moqua d'Annabelle pendant une discussion sur la poupée. À son retour, il rentra en moto et fit un accident mortel avec sa femme. Actuellement, tout le monde craint de prononcer le nom d'Annabelle. À cette date, Annabelle est enfermée dans cette boîte en bois au musée. Personne ne voulait la voir. De nos jours, Annabelle reste la poupée maudite, la plus dangereuse du monde. La fin.